Produit par Binge Audio. Avoir un mental de champion ou de championne, vous connaissez l'expression, vous voyez très bien ce qu'elle signifie. Être si solidement rivé sur l'objectif de la victoire finale que rien ne peut vous en détourner. Sauf que dans la vraie vie, on a beau être un athlète de haut niveau, surpréparé, on n'en reste pas moins perméable au stress, à la pression et à toutes les embûches que la vie peut jeter sur notre chemin. Ceci étant dit, les sportifs maintenant intègrent, on l'a mentionné dans l'épisode précédent, un volet préparation mentale à leur entraînement. D'autant plus crucial ce volet face à une échéance comme les Jeux Olympiques. Pour comprendre comment tout ça se mettait en place et dans quel but, avec ma camarade Paulina Velasco, on est allé, elle aux États-Unis et moi en France, poser la question aux principaux concernés, aux psychologues, aux coachs et aux athlètes d'hier et d'aujourd'hui, et on a rassemblé leurs réponses dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Get Ready, épisode 4. Préparer les esprits. La santé mentale d'un athlète, ça fait partie vraiment intégrante de la santé tout court. Sébastien Le Garec, chef du pôle médical de l'INSEP. Sachez que quand vous êtes athlète de haut niveau, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle la surveillance médicale réglementaire, qui est obligatoire, à laquelle on ne peut pas déroger. Et cette surveillance médicale réglementaire comprend un bilan psychologique qui doit être fait annuellement. Donc ça, c'est vraiment important. Parallèlement à ça, effectivement, donc nous ici, on a 4 psychologues cliniciennes qui travaillent, qui sont vraiment spécialement dédiés sur la santé mentale et un peu sur la performance, mais moins. En tout cas, pour ce qui est du pôle médical, c'est vraiment la santé mentale. Et croyez-moi, il y a du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le dites très justement, nos athlètes ont quand même des vies très particulières, sont parfois loin de leur famille, ont beaucoup de pression, ont des agendas qui sont extrêmement chargés. Donc, il faut vraiment être très, 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 très attentif. D'ailleurs, même le CIO a intégré aujourd'hui des psychologues au sein du village olympique, ce qu'on appelle les welfare officers. C'est une nouveauté, ça sera quelque chose qui sera mis en place là, pour les Jeux de Paris. Donc, et pour ce qui est de la délégation française, on aura 3 welfare officers qui seront présents, qui seront en lien avec les psychologues de l'INSEP, mais également les psychologues qui travaillent avec les fédérations. Je pense que l'idéal demeure une intégration athlétique dès le plus jeune âge, en commençant par leurs expériences de jeunesse. Dr Ross Flowers, psychologue spécialiste du sport de haut niveau. Les premiers jours du sport, l'athlétisme au lycée, voire à l'université, plus ce sera naturel pour eux lorsqu'ils auront l'opportunité de concourir à un niveau supérieur, peut-être aux Jeux Olympiques ou de manière professionnelle, moins ils seront choqués lorsqu'ils devront faire face à l'anxiété ou vivre une expérience traumatisante, que ce soit dans leur famille ou dans leur vie. Ainsi, ils posséderont quelques compétences fondamentales pour gérer ces situations et, espérons-le, les surmonter de manière saine. Pour bien faire son travail et bien coacher les joueurs sur le plan mental, il faut les comprendre, il faut les connaître. Patrick Mouratoglou, entraîneur de tennis, ancien coach de Serena Williams. Les connaître, ça demande un investissement extrêmement important en temps. Il faut savoir d'où ils viennent, il faut connaître leurs parents, leurs grands-parents, leur famille. Il faut voir où ils ont habité pendant toute leur enfance, dans quel contexte ils se sont développés. Et puis, il faut passer du temps à les écouter, surtout à les entendre, plus qu'à les écouter d'ailleurs. Et il faut entendre ce qu'ils pensent, et pas écouter ce qu'ils disent. Il y a toujours un gros décalage entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent. Même si je ne dis pas qu'ils sont menteurs, mais on est tous dans une société dans laquelle tout le monde ne dit pas ce qu'il pense tout le temps. Donc, voilà. Et puis, il faut comprendre leur vocabulaire. Je prends toujours cet exemple, mais si je vous dis il fait beau, mais que j'habite à Londres, ça n'aura pas du tout le même sens que si j'habite à Nice. Oui. À Londres, ça voudra dire il fait gris, mais il ne pleut pas. Il fait 12 degrés. Et si je suis à Nice, ça voudra dire il fait 30 degrés, il n'y a pas un nuage. Pourtant, c'est les mêmes mots, mais ils n'ont pas le même sens pour tout le monde. Donc, il faut comprendre le sens des mots pour les joueurs. Lorsqu'on a fait ce travail-là avec eux, qui prend du temps, ça ne se fait pas sur un bureau en prenant des notes, ça se fait dans le quotidien, dans la vie de tous les jours avec eux, puisqu'on passe énormément de temps avec eux, que ce soit sur le court ou en dehors. On crée un climat de confiance. Et ce climat de confiance, évidemment, il est lié aussi à notre comportement auprès d'eux. La confiance, ça se gagne, ça ne se donne pas. Fait que quand on a leur confiance, ils ont tendance à vouloir nous écouter, nous suivre et suivre tout ce qu'on va là où on va les emmener en fait, parce que on les emmène là où il faut aller pour qu'ils soient le plus performants possible. En fait, notre métier, c'est de les faire gagner plus de matchs, plus de tournois, améliorer leur classement, et pour ça, il faut les emmener à un endroit où ils ne sont pas allés jusque-là, sinon ils seraient déjà à ce classement-là, à gagner ces matchs-là. Donc, il faut que les joueurs nous suivent.
Et encore une fois, ça passe par tout ça. La chose la plus importante, selon moi, dont un athlète a besoin, Lex Gillette, sauteur paralympique, 5 fois médaillé d'argent aux Jeux. je dirais probablement de la ténacité. Il faut beaucoup de ténacité, parce que ce n'est pas facile. Il faut vraiment que tu aies cet état d'esprit, parce que sinon ton corps ne va pas répondre comme tu veux. Si tu commences une compétition en pensant que ça va être une mauvaise journée, que tu n'es pas à la hauteur ou que tu es trop lent, c'est probablement ce qui va se passer. Mais si tu y vas en te disant « Écoute, aujourd'hui, je vais tout donner, je vais dominer, je vais battre tout le monde ici », tu augmentes tes chances de vraiment tenir le coup plus longtemps que les autres. Alors, faut pas se méprendre. Ce que je veux dire, c'est que la réalité reste difficile. Même avec cet état d'esprit, ça restera compliqué. Parfois, tu n'obtiendras peut-être pas les résultats attendus. Mais il y a tout à gagner à se considérer comme le meilleur, plutôt que de penser que tu ne l'es pas et que tu n'as pas ta place ici. Moi, je sais que je me suis mise beaucoup de pression par rapport aux Jeux. Gevri Zeman, ancienne judoka, médaillée de bronze aux JO de Londres en 2012. Et il y a effectivement la pression extérieure, que ce soit la pression familiale, quand même moi, mes proches, ça va, ils étaient tranquilles à ce niveau-là. La pression des entraîneurs, des fois qu'on peut ressentir, la pression du public, la pression de tout le staff, de tout le staff qui nous entoure. Et l'idée, effectivement, c'est de faire fi de ça, d'essayer en tout cas au maximum de faire fi de ça et d'essayer de désacraliser ce moment olympique. Non, il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que déjà la première chose, c'est de bien s'interroger soi-même. Enfin, en tout cas, si la question m'est posée directement, ici c'est comment est-ce que moi j'ai fait, je me suis beaucoup interrogée sur que représentent les Jeux pour toi. Et je l'ai verbalisé, ça. Je l'ai écrit déjà, parce que c'est ma manière de fonctionner, et je l'ai verbalisé. Je l'ai partagé à mes entraîneurs. J'ai aussi travaillé avec une préparatrice mentale, et du coup, ça m'a permis déjà de poser les choses, d'être en phase avec moi-même sur comment je voyais les Jeux, sur cette pression que je me mettais, de cette obligation de gagner par rapport au seul titre qui me manquait. Et le fait de le partager, ça permettait aussi à mes interlocuteurs, et notamment à mon entraîneur, qui est la personne qui est quasiment H24 avec toi à ce moment-là, et même dans la préparation, et à tes proches, de pouvoir identifier les moments où ça ne va pas. Je vais avoir préparateur mental Guillaume Bossom, qui je travaille depuis un peu plus d'1 an et demi aussi. Arnaud Assoumani, sauteur paralympique, 5 fois médaillé aux Jeux. Après, j'ai un neuropsy avec qui je fais du neurofeedback. Là, c'est vraiment spécifique par rapport... j'ai un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Et donc, pour justement améliorer mes facultés attentionnelles, mais surtout aussi, là, on travaille pas mal le lâcher-prise. Mais réellement d'avoir la faculté à des moments de rentrer dans sa bulle, ce qui est quelque chose que j'arrive à faire avec la pression assez facilement, enfin naturellement on va dire, c'est pas facilement, je le fais pas par la volonté justement, c'est plutôt ça se fait un peu tout seul quand il y a beaucoup de pression. À Tokyo par exemple, impossible. En fait, j'ai jamais été dans un état comme ça. Alors, j'allais pas très bien psychologiquement aussi, mais j'ai jamais été dans un état comme ça où j'entendais mes pensées dans ma tête. Je me faisais des scénarios différents, positifs, négatifs. Je rigolais intérieurement quand je lançais la claque parce que je voyais les Français qui étaient là, les athlètes et les staffs et quelques athlètes. Et je lance la claque, donc pour encourager et pour rythmer la course. Et j'entends rien. Et j'ai envie de rire. Et dans ma tête, j'ai dit non, tu peux pas rire, t'es filmé. En fait, j'avais plein de voix comme ça. Et donc, je le savais sur le coup. Je dis, en fait, je suis absolument pas dedans. Et j'ai compris après que la pression, réellement, l'absence de pression par le public, j'ai pas l'impression d'être au jeu, en fait. C'est vraiment ça. La plupart des athlètes ne vont pas se retrouver à concourir aux Jeux Olympiques en ayant dormi dans leur propre lit la veille. Dr Ross Flowers.
Alors, tu rajoutes à ça le fait de voyager vers un endroit nouveau, tu te retrouves à dormir dans un lit peu familier, tu ne manges probablement pas ce à quoi tu es habitué avant de dormir ou avant une compétition, tu n'es probablement pas entouré des gens avec qui tu as l'habitude d'être, tu as dû mettre en pause tous leurs appels et les distractions très probablement. Les conditions sont vraiment uniques, elles sont très différentes. Alors, pour pouvoir s'adapter et, espérons-le, s'entraîner pour ces moments-là, en expérimentant certaines de ces choses dans les semaines et les mois précédant la compétition, ça pourrait franchement aider. C'est aussi pour ça qu'on essaie de préparer les athlètes à ce qu'ils pourraient rencontrer une fois arrivés aux Jeux Olympiques et sur place. Il y a eu des moments à l'entraînement où on a ajouté du bruit de foule pour que les athlètes puissent se préparer à ce que ça va donner dans le stade, ou peu importe le lieu de la compétition, ça va ressembler à ça. Est-ce que tu peux gérer ce type de bruit ou ce genre de silence ? Tu entends des grillons, ou tu entends par exemple un sauteur en longueur qui se trouve sur le bout de la piste. Tu entends ton nom annoncé et là tu lèves les yeux et tu vois ton visage et ta silhouette sur un écran géant. Maintenant vas-y, saute. Si tu n'es pas entraîné, si tu ne t'es pas préparé pour ce moment, ça peut être vraiment intimidant. If you haven't trained, you haven't prepared yourself for that moment, that can be pretty daunting. Tu dois être capable de gérer non seulement ta performance sportive, mais aussi toutes les émotions et l'adrénaline qui te traversent pendant que tu te prépares pour cette opportunité. Je pense qu'on le voit bien chez les athlètes et aussi chez les non-athlètes. Lex Gillette. Il faut avoir un état d'esprit solide pour affronter ton quotidien. Il te faut un esprit fort pour accomplir ton travail. Il te faut un état d'esprit robuste pour aller t'entraîner à haut niveau chaque jour et pour concourir. Nous sommes des êtres humains. Et tant de choses se passent dans nos vies, que ce soit les relations familiales, les défis ou les problèmes familiaux, peu importe le terme que tu veux utiliser. Les défis professionnels, il y a tant d'aspects de la vie qui sont affectés par la manière dont nous voyons ces choses. Donc c'est vraiment important d'avoir accès à ces ressources, parce que avoir une santé mentale forte, c'est une vraie richesse. Alors, on veut s'assurer que les gens soient capables de continuer à avancer dans le monde et de se déplacer avec confiance. Les difficultés sont réelles et la pression est très importante. Patrick Mouratoglou. Je dis toujours que ces métiers-là sont pas faits pour tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de supporter ces pressions-là. Et plus on monte au classement, plus la pression est forte. La pression d'une joueuse numéro 1 mondiale, j'ai connu avec Serena, elle est incomparable avec la pression d'une joueuse qui est 20e mondiale, qui elle-même est incomparable avec la pression d'une joueuse qui est au-delà du top 100. Tout simplement parce qu'il y a des attentes qui sont démultipliées et que les joueurs sentent et contre lesquelles ils doivent lutter. Un joueur, on le voit aujourd'hui avec Novak. Novak, il y a 2 mois, c'était le meilleur joueur de tous les temps, il était imbattable. Il perd un match, ça y est, c'est la fin. Donc, c'est une pression énorme. Ils n'ont pas le droit de perdre. Ils sont quasiment pas autorisés à perdre. Sinon, tout de suite, on les enterre. Donc, c'est dur au quotidien. Mais bon, on est là pour ça. C'est notre métier, nous, de les accompagner là-dedans. Et eux, c'est leur métier d'être capable d'affronter ces difficultés qui sont très au-dessus de celles que doit vivre un être humain dans sa vie de tous les jours lorsqu'il n'a pas des métiers à très haute pression comme ça. C'est juste un équilibre en fait de bien-être, bien manger, bien dormir, avoir des bonnes relations sociales. Arnaud Assoumani. Encore une fois, c'est revenir à des fondamentaux, mais des fondamentaux que la vie actuelle, la vie moderne, avec la pression, et alors pour le coup le sport aide pas là-dessus, de faire toujours des performances, d'être toujours entre guillemets le meilleur, ou de pas montrer ses failles, ce qui est complètement, ou ses vulnérabilités, ses limites, ce qui est complètement stupide. Je veux plutôt avoir une approche plutôt objective et de dire là ça va bien, là ça va pas pour différentes raisons et l'inclure en fait dans l'entraînement parce que justement il y a Simon Martin qui est un chercheur qui est à la maison régionale de la performance au Krebs de Montpellier qui a fait une thèse sur justement les effets de l'environnement psychosocial sur des blessures pas traumatiques mais des blessures dites de surinvestissement, de fatigue. Et il montre justement que tout ça joue un rôle énorme. Donc si à la maison par exemple ça va pas, si on s'entend pas bien avec son copain ou sa copine, s'il se passe quelque chose d'autre, je sais pas si on fait les études ou autre, si on est victime de harcèlement, en fait tout ça va jouer énormément dans la récupération, dans la performance et dans le risque de blessure.
Une visite symbolique au sein du plus prestigieux Institut sportif de France. Emmanuel Macron a présenté ses vœux au monde du sport à l'INSEP, près du bois de Vincennes. Le président français a également pu assister à un entraînement de l'équipe olympique féminine de judo, à qui il a déclaré qu'il estimait que l'objectif que la France se classe parmi les 5 meilleures nations au classement des médailles aux Jeux olympiques était plus que jamais atteignable. Petite anecdote, mais c'est le président Macron qui dit ça quand il est venu il y a quelques semaines à l'INSEP, où donc l'INSEP c'est le pôle olympique des judokas, entre autres. Frédérique Jossinet, ancienne judoka, médaillée d'argent à Athènes en 2004, vice-présidente de la Fédération française de judo. Et que je lui ai présenté les équipes, il m'a dit vous avez la pression parce que vous avez annoncé 10 médailles, vous leur avez mis la pression. Moi je leur ai dit la pression au judo elle est soit dans les pneus, soit dans la bière le soir. Pas trop, avec modération. Ça l'a beaucoup fait rire, mais c'est la réalité malgré tout. Il faut quand même la considérer pour la manager. Vous savez, s'entraîner au très haut niveau pour les plus hautes performances et aussi gommer toutes les incertitudes. Cette pression, ça en fait partie aussi, bien évidemment. Après, c'est des choses que les athlètes aussi travaillent évidemment tous les jours. Ça, c'est une évidence. Après, j'allais dire, pour les athlètes, moi, pour avoir fait les Jeux, si on travaille et qu'on est suffisamment presque même intelligent pour la faire, j'allais dire la pression, la mettre avec soi et la transformer, rien ne se perd, tout se transforme, la transformer et s'en servir pour être encore plus performant. J'allais dire la pression elle est presque plutôt sur nous en fait, la fédération aujourd'hui, où je reprends ma casquette d'élue et de vice-présidente en charge de la performance, qui plus est. Donc oui, en effet, je pense qu'on a plus la pression, parce qu'en plus on a annoncé des ambitions. Moi, c'est ce que j'ai dit au président Macron, je mets pas la pression sur les athlètes, c'est que j'ai tellement confiance dans nos athlètes qui représentent l'équipe de France de judo, que pourquoi ça se passerait c'est une marque de confiance plus qu'autre chose en fait. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins tabou que ça l'a été il y a quelques années. Sébastien Le Garec. Consulter un psychologue, c'est comme, je dirais, consulter un autre professionnel de santé. Les athlètes en ont bien conscience. Ce qui est aussi important, je dirais, c'est la confiance qu'on peut avoir avec le professionnel qui est en face de vous. Et ça, c'est pour nous extrêmement important. La confidentialité, c'est-à-dire que lorsqu'un athlète vient consulter une psychologue qui travaille au sein du pôle médical, moi, je n'ai pas accès nécessairement aux informations qui sont données, et tant mieux, c'est vraiment important, sauf si, évidemment, il y a un risque de danger important, imminent, voilà, mais en tout cas, cette confidentialité, elle est vraiment extrêmement importante. Et nos athlètes, du coup, je pense, viennent plus facilement se confier, y compris pour des choses, parfois, qui ne sont pas forcément très graves, mais qui nécessitent d'être gérées, parce que ça peut être pesant, parce que ça peut prendre de l'ampleur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus réactif et attentif, je dirais, sur cette partie-là qu'il y a 10-15 ans. Je dirais que probablement, au cours des 10, voire presque 15 dernières années, Dr Ross Flowers. La santé mentale et la psychologie sportive ont considérablement pris de l'ampleur sur les campus universitaires. Lorsque j'ai commencé ma carrière, mon premier poste en tant que psychologue du sport à UC Davis en Californie du Nord, il me semble qu'il y avait 3 psychologues qui travaillaient sur des campus universitaires ou des psychologues du sport qui collaboraient avec les départements d'athlétisme. Il n'y avait vraiment pas grand-chose comparé à ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a maintenant beaucoup plus d'opportunités pour les programmes de psychologie, les stages, les post-docs et désormais les postes à plein temps sur les campus universitaires. Ainsi, les étudiants athlètes ont beaucoup plus accès aux services de santé mentale et de psychologie sportive sur les campus universitaires. Et c'est vrai qu'on a du mal à faire la distinction entre un accompagnement psychologique Gévry Zeman. Et un accompagnement spécifique à la préparation mentale dans son activité sportive, en fait. Ça peut venir en complément, mais c'est quand même deux choses qui sont assez différentes. Et je pense que ça aussi, c'est important de pouvoir le dire. Et oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont émergé. Et moi, je constate aussi une évolution. Et c'est plus facile, en tout cas, à l'époque actuelle, de dire à son entraîneur, eh bien, moi, j'ai besoin d'un préparateur ou d'une préparatrice mentale. Il y a quelques années, je vous aurais dit, c'est un peu plus compliqué. Il y a 20 ans, je vous aurais dit, c'est un peu plus compliqué. Même s'il y en a beaucoup qui se faisaient déjà accompagner à cette époque-là. Mais maintenant, c'est rentré dans les normes.
On a vu récemment des gens comme Simone Biles, Michael Phelps et d'autres sportifs professionnels comme Kevin Love parler de leur santé mentale et de l'importance d'en parler. Je pense que les athlètes apportent de la visibilité, surtout ici aux États-Unis, où les sportifs et les célébrités sont très exposés. Et en Californie, c'est encore plus vrai, ils sont tout le temps sous le feu des projecteurs, constamment dans les médias, toujours présents à la télé sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc plus nous pouvons les entendre parler, mieux c'est pour notre capacité à aborder la santé mentale et le bien-être. Je pense donc que plus nous pouvons utiliser leurs plateformes, et s'ils les utilisent pour promouvoir la santé mentale et le bien-être, mieux nous nous porterons. Aujourd'hui, effectivement, c'est très bien qu'on parle beaucoup plus de santé mentale, mais enfin de manière générale, et donc pas que dans le sport. Arnaud Assoumani. Dans le sport, c'est quand même arrivé plus tôt, mais de manière généralisée aussi on a des suivis pour les sportifs de haut niveau. Sur les suivis, il n'y avait pas tout le temps des tests psy, alors que pourtant, pour des athlètes paralympiques, c'est d'autant plus important. Non pas parce qu'ils ont un handicap, mais certains types de handicap, en tout cas, vont avoir besoin, ou juste par rapport à, peut-être si c'est un handicap lié à un accident, quelque chose de traumatique, en fait, ça joue il y a forcément quelque chose aussi, en tout cas, même si ça se joue pas et on le voit pas, ça ne ressort pas, peut-être à prévenir, à anticiper. Les entraîneurs n'ont pas été formés par rapport à ça, au départ. Donc ça peut être difficile de leur en vouloir, et après... Pour certains, si ça a fonctionné en plus, avec une certaine méthode, et ils se sont dit, non mais, en gros, si tu as besoin de prépa mentale, c'est que tu es faible. Donc, bah non, mais en fait, il y a des moments ça allait, là ça va pas, et j'ai peut-être besoin de travailler avec quelqu'un, où il y a beaucoup de... Donc il y a vraiment cette image et ce lien, je pense, historique, avec ces guerriers pour les athlètes, en fait. Qui sont au-dessus du reste de la population, une espèce d'élite, alors que, bon, bien évidemment, pour moi, c'est une immense connerie. Nous sommes des êtres humains, des hommes, des femmes, exactement comme tout le monde. N'oublions pas, les athlètes sont d'abord des êtres humains. Dr Ross Flowers. And so every human being deals with... Et donc, comme tout un chacun, ils sont confrontés à des problèmes familiaux, financiers, des anxiétés, des choses qui peuvent les plonger dans des états émotionnels très difficiles. Ce sont juste des pressions de la vie. Ainsi, chaque athlète est souvent confronté à ces mêmes problèmes. Cependant, en tant qu'athlète de niveau olympique, où des milliers, voire des millions de personnes de ton pays regardent comment tu parais, comment tu performes, comment tu te comportes, le résultat de ta performance est évalué. Alors tu ajoutes à tout cela les autres caractéristiques humaines avec lesquelles nous devons tous composer, la pression est encore plus grande. C'est donc certains de ces problèmes dont nous parlerons avant les Jeux Olympiques. Comment gérer ta vie personnelle, mais aussi les distractions liées à ces problèmes, afin que tu puisses te concentrer sur le moment de la performance à un niveau olympique. Beaucoup de temps et d'énergie sont donc consacrés d'abord à régler ces problèmes personnels avant d'arriver aux Jeux Olympiques. Ainsi, lorsque tu arrives au jeu, tu peux porter toute ton attention sur ce pourquoi tu t'es tant entraîné et pendant si longtemps pour exceller à l'occasion de cette opportunité unique. Je pense que l'objectif est toujours d'être la meilleure version de soi-même. Et mon approche est la même pour les athlètes. Si tu travailles à être ton meilleur toi-même, tu te trouveras plus heureux. Tu verras tes compétences se développer, tu seras plus ouvert au retour, à la communication, à travailler avec les autres. Alors je pousse toujours à travailler sur soi pour être le meilleur possible. Ne te concentre pas nécessairement juste sur la victoire, juste sur battre des records, parce que tout cela sera un jour surpassé. Tu vas perdre dans la plupart des sports, tu ne resteras pas invaincu, tu ne réussiras pas tous tes tirs, tu ne frapperas pas chaque balle, tu vas faire des erreurs. Mais si tu continues à travailler pour être la meilleure version de toi-même, tu trouveras beaucoup plus de bonheur. C'est d'autant plus crucial qu'il y a une vie après le sport, tout comme il y a une vie après les Jeux Olympiques et Paralympiques, aussi bien pour celles et ceux qui y participent que pour celles et ceux qui les organisent et qui pensent déjà à ce qu'il restera de leur projet une fois l'événement passé. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.